La Rhodeline, c'est en fait un petit nom de fantaisie qui est issu d'un arrangement entre les noms de famille Roduit, Desfeilles et le nom de Claudine, ce qui a donné un nom un peu particulier, Rhodeline, qui peut s'exprimer à peu près dans toutes les langues, en tout cas européennes. Le domaine compte aujourd'hui 5 hectares en propriété, 1 hectare en location, situé à 90% sur la commune de Fuy et 10% sur la commune d'origine de Létron. D'où vient Claudine. Maintenant, c'est à elle d'expliquer le solde. Alors ici, on se trouve sur Plamont, en deuxième zone, à 650 mètres d'altitude. Et puis là, on se trouve dans une parcelle de Fendant. Âge de la vigne. L'âge, une soixantaine d'années. Ici sur Plamont, nous avons 2 cépages, le Fendant et le Païen. Alors, au niveau des sols, Fuy, la caractéristique principale, on se trouve sur un socle cristallin. En fait, c'est une base, ce qu'on appelle le socle granitique des Aiguilles Rouges, qui est venu mourir ici sur la commune de Fuy. C'est le sol vignoble valaisan qui correspond à cette caractéristique. Peut-être on retrouve aussi un tout petit peu de cette caractéristique sur Martigny et puis sur Visperterminen, où on retrouve un peu ces granites et donc ces sols un peu acides. Sur la zone de Plamont, c'est vraiment une zone légèrement plane, ce qui a permis, lors de la présence du glacier du Rhône, de déposer des sédiments très légers qui s'appellent l'Eus, ou alors bien avant les glaciers, il y a des centaines de millions d'années. Ce que vous avez constaté ces derniers temps, par exemple, avec le dépôt de ces sables du Sahara, on a certainement eu, mais il y a des centaines de millions d'années, des bouleversements qui ont amené justement ces supports de l'os, c'est du sable en fait, qui a été transporté par le vent d'une partie, et puis dans les zones un peu comme ici, légèrement planes ou bien alors dans des trous, on a des amoncellements de l'os qui peuvent atteindre 5, 6, 7 mètres de profondeur. Le l'os est intéressant parce que ça peut donner un réservoir d'eau et ça donne des très beaux terroirs à vin blanc, où aussi on retrouve dans des gamets des choses intéressantes. On a planté également dans ce secteur un pinot noir sur des sélections Bourgogne pour essayer, en fait, pour voir ce que ça donnait, une implantation de pinot dans des terres non calcaires et à une certaine altitude. Pourquoi l'altitude? C'est pour garder de la fraîcheur. Dans l'évolution climatique, c'est certainement un des facteurs qui va permettre justement à ce cépage peut-être de maintenir une présence en vallée. Et peut-être que dans les bas de coteaux, on risquera de devoir modifier l'encépagement à cause de cette évolution climatique. Allons-y alors. Sur la vigne, donc depuis 2016, on a passé d'une culture, disons, comment est-ce qu'on appelle ça? Pas conventionnel, mais avant le bio. On a passé l'ensemble du domaine en bio. Donc ce que vous allez retrouver là, on voit de léger enherbement, mais c'est la période de printemps. Et ça nous permet aussi de maintenir des sols en vie dans de meilleures conditions que si on les travaillait avec des désherbants ou des engrais chimiques. Donc là, c'est une volonté d'aller dans cette direction-là, afin de préserver nos sols, parce qu'on est des locataires temporaires en fait de sols, avant de remettre ça à nos enfants ou à d'autres. Et je pense que c'est important dans la philosophie actuelle, dans le mode de vie actuel, qu'on ait justement le moins d'intrants possible sur la vigne. Mais qui dit bio ne dit pas aucun traitement. Nous devons toujours protéger les vignes, notamment les feuilles et les raisins, contre les 2 maladies principales qu'on rencontre chez nous, c'est le mildiou et l'oïdium. Et pour cela, on utilise un tout petit peu de cuivre et des soufres, pas tout le temps. On a aussi des bicarbonates de soude qu'on utilise aussi pour la cuisine, qui nous servent à lutter contre l'oïdium. On utilise également des différentes plantes, comme la prêle, comme la chilée, la camomille, et d'autres plantes qu'on utilise en infusion ou en décoction, en complément en fait des traitements à base de cuivre. Ça permet de diminuer le cuivre et puis de donner à la plante vraiment un ressort, des micro-éléments qui vont permettre de la protéger ou de se protéger elle-même contre, par exemple, la sécheresse en été. On pense là
à la Chilée ou à la camomille, qui a un effet un tout petit peu protecteur en fait contre la Chilée. On fait également, donc on a un enherbement permanent, mais suivant les zones, pour lutter contre la sécheresse, on va travailler le sol avec des petites griffes sur tracteur ou bien au treuil, de sorte d'amener un petit peu d'air dans le sol et la moindre humidité va pénétrer plus abondamment. Parce que disons, le problème de demain, ce sera certainement la gestion de l'eau. Parce que si on n'arrive pas à travailler ces sols et à pouvoir générer un tout petit peu de racines en profondeur, ça pourrait être une grande concurrence à la plante et ensuite les vins seraient un peu dommagés ou impactés par cette sécheresse sur vigne. Maintenant, le travail de la vigne, c'est surtout l'équipe de Claudine qui s'en occupe. Je pense qu'elle est bien passée pour parler combien de grappes on laisse, quel est le mode de culture, etc. Alors là, on commence à la mi-mai pour les bourgeonnages. On est 8 personnes à travailler ces 5 hectares de vignes. En général, j'ai toujours le même personnel qui vient l'été et aux vendanges. Alors, tout est fait à la main. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de personnel. Comme on travaille en bio, il ne faut pas avoir de retard. S'il pleut, on a vite du retard. Et il faut que la vigne soit nettoyée et que tout soit palissé quand ils font les traitements. Puisque ce n'est pas des traitements systémiques, il faut vraiment que le raisin soit déjà dégagé et que la vigne soit toujours propre. C'est pour ça que j'aime pas avoir du retard à cette période de mai-juin. Ensuite, vers fin juin, on a terminé les travaux de la feuille et puis on attaque après la vendange en verre. Ça, alors je garde plus que 4 personnes qui sont bien habituées parce qu'il faut avoir l'œil. Parce que ça dépend, on ne peut pas dire je laisse 6 grappes par cep, il faut bien regarder la grandeur des grappes par rapport à d'autres cèpes, il faut vraiment être vigilant et puis bien, c'est pas un travail qu'on fait... on ne compte pas 5 grappes et puis on laisse 5 grappes. Non, on coupe le fond, les épaules, on regarde comment elle est la grappe. On essaye vraiment de faire le maximum pour qu'il y ait un équilibre parfait, ou presque qualité. Parfait dans la vigne. Puis ça nous demande quand même 15 jours de travail. Hein. Alors c'est vraiment, c'est assez pénible parce que les dames, elles doivent bien se concentrer. Alors on fait 8 heures par jour, comme ça c'est... Puis des fois on fait le matin, on ne fait pas toujours l'après-midi, ça dépend aussi de la température. Parce que s'il fait très chaud, c'est pas tellement bien d'être là pour couper, surtout dans les rouges, hein. Il faut faire attention. Et puis après on est tranquille, après c'est les hommes qui prennent le relais pour couper les bouts, désherber à la main, ça c'est les dames qui ne font pas, voilà. Puis après on reprend le travail avec mes dames aux vendanges. Puis là je suis toujours là avec elles pour que les vendanges soient faites vraiment dans le mieux possible, dans la perfection. D'où ça vient? Alors on a essayé de prendre des graphistes qui étaient très jeunes, hein? Déjà ça, prendre la jeunesse, et puis quelqu'un qui n'avait pas du tout travaillé des étiquettes. C'était pas du tout son domaine. On voulait avoir un œil neuf sur les étiquettes. Et puis on a pris ce Mathias Clotu, qui est fribourgeois, mais qui travaille à Londres. Et l'illustratrice est des Grisons, et elle travaille à Paris. Et les deux sont concertés. Ensuite, on a beaucoup discuté, Yvon et moi, mais le problème, c'était qu'on était C'était Londres, Paris et Fuy. On ne s'est jamais assis à une table pour mettre au point l'étiquette, ce qu'on voulait, tout ça. Alors on leur a laissé quand même une grande liberté. Ensuite, il nous a soumis différents projets, et puis enfin, on a été tout de suite... moi, j'étais tout de suite enthousiaste, parce que l'étiquette, par exemple, pour le blanc, je trouve que ça amène un vent de fraîcheur et de légèreté pour le vin. Dans le rouge, il y a plus d'émotion, c'est plus quelque chose de... Ouais, c'est plus émotionnel, il y a plus de, je sais pas, peut-être tendresse, c'est quand même une autre approche avec le vin rouge. Hein. Voilà. Et puis, c'était l'idée, c'était de... On arrive à la limite, pour dire, à la fin de notre vie active, et puis on part avec une nouvelle étiquette, c'était voilà, un vent de fraîcheur aussi, et puis de nouveauté, et puis quelque chose qui nous redonne l'envie d'aller plus loin dans notre travail, de continuer de poursuivre notre travail avec enthousiasme. Puis on aime la nouveauté, on aime les choses qui sont innovateurs, voilà, on avait envie de quelque chose de nouveau. On a fait confiance aux jeunes, et puis on est très contents. Super. En fait, quand on fait de la viticulture,
on recherche quand même de rester le plus proche de la nature que possible. Entre, disons, la tendance où on était installé Vinatura, donc en classique, disons mode classique, au niveau des interventions phytosanitaires, on était déjà dans une démarche de moins d'engrais ou quasi plus d'engrais minéraux. On diminuait, disons, les intrants au niveau des herbicides. Et puis on sentait quand même qu'il y avait une évolution générale de moins d'influence de produits chimiques sur la vigne. Autant pour nous, en tant que propriétaires, que surtout pour les collaborateurs qui travaillaient. C'est vrai, quand on revenait de la vigne, même en culture Vinatura, on avait une odeur, enfin un truc qui nous traînait là aux vêtements et à nous. On se dit, mais il faut quand même essayer de trouver une autre solution. Puis on a eu simultanément des démarches en biodynamie qui étaient un petit peu initiées par notre voisine locale. Et puis on se dit, bon, peut-être que ce côté biodynamique qui demande beaucoup plus d'exigences et beaucoup plus d'investissement de temps et de travail est peut-être un échelon qu'on va peut-être pouvoir atteindre, mais dans une phase peut-être plus tardive ou un peu plus lointaine. C'est pour ça qu'on s'est dit, bon, il faut aller vers le bio. On a été progressivement en traitement, sur les traitements uniquement, en travaillant sans produits, disons, de synthèse. Puis après, on s'est dit, bon, du moment qu'on fait sans synthèse, pour quelle raison, un produit de synthèse, pour quelle raison ne pas aller sur le phénomène bio? Donc c'est pour ça que depuis 2016, on est parti vraiment en culture biologique, sans demander tout de suite, disons, l'homologation, l'enregistrement comme bio. Pourquoi? Parce qu'on sent que si on n'a pas d'herbicide et qu'on intervient avec moins de produits chimiques, on aura un produit final de raisin qui sera de meilleure qualité. Déjà pour nous en tant que consommateurs de raisin ou pour le client qui vient sur la vigne, il a moins d'impact au niveau des produits chimiques. Puis en définitive, le vin, c'est quand on presse le raisin, si on a des raisins sains qui n'ont pas de contaminants extérieurs, c'est quand même plus intéressant. C'est un peu ça la démarche qui nous a fait évoluer dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que le vigneron qui fait en culture Vinatura produira des vins de moins bonne qualité. C'est des vins différents. C'est des vins qui ont une identité à laquelle il faut s'habituer, mais qui apportent des satisfactions surtout aux vignerons, puis en définitive aussi aux consommateurs, parce qu'il a quand même là dans son verre ou dans son assiette pour les autres produits, quelque chose qui est très naturel, hein, et qui est moins, peut-être moins dans... C'est pas un trend, c'est une volonté d'aller sur des produits qui sont plus en adéquation avec ce qu'on a l'habitude de faire ou d'agir, et puis ce qu'on aimerait, nous, en tant qu'individus, avoir comme qualité de vie ou qualité de santé. C'est vrai qu'on n'aime pas tellement ingurgiter des produits chimiques, sauf si c'est absolument obligatoire. Donc si on peut se passer autant des aspirines que d'autres produits, on est bien. Alors, je pense que la vigne c'est pareil et le vin c'est pareil. Après, dans des cas extrêmes, peut-être qu'on doit avoir recours. Il faut ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais jusque-là, tant qu'on n'a pas besoin des extrêmes, je trouve que ce qu'on fait dans la culture bio ou la biodynamie, c'est une bonne direction. Puis je pense que le consommateur est heureux d'avoir ce produit final qui est quand même un produit naturel, le plus proche possible de ce qu'on aimerait avoir, mais qui ressemble un peu à des produits qui étaient élevés à l'époque par nos ancêtres et qui étaient peut-être pas comme aujourd'hui. Il faut parler de la nature parce que c'est un problème de citadins. Parce que c'est des gens qui n'ont plus aucune idée avec la nature, ça plus que c'est. Alors ils ont l'impression quand on dit bio c'est fantastique, c'est pas que ça. Parce que bio ça demande du boulot, ça demande de l'investissement en temps, en énergie et en travail. Et en financier aussi. Et en financement aussi. Ce que le consommateur citadin des fois ne comprend pas toujours, parce que lui il croit que la Noël, tu comprends. Donc quand tu les amènes dans la Combe d'Enfer, les Clèves ou Plamont, dans des zones escarpées, il faut les laisser un jour à travailler avec une machine pour désherber dans le dos.
hein, électrique pour être conventionnel, pour être un peu biologique ou un benzine, eh bien peut-être qu'à la fin de la journée, je dis oh nom de chien, c'est quand même pénible cette histoire. Et c'est ça la base, c'est de leur faire comprendre que même en culture bio, ce qu'on fait, c'est un boulot de fou, c'est un boulot d'artisan, pénible et qui mérite un certain prix et une reconnaissance du travail qu'on fait. Voilà un peu, moi, mon idée. Je ne demande pas qu'on reconnaisse ce travail, mais je demande qu'on apprécie les vins et puis l'activité qu'il y a là derrière. Surtout de ceux qui y travaillent tous les jours. Pas tellement pour nous qui sommes, qui développons une philosophie, mais surtout ceux qui collaborent à ça, qui amènent leurs mains, qui mettent leur force, même leur force, sueur dans le travail. Leur sueur à faire des bons vins. Voilà un peu le. C'est pour ça qu'on a fait cette orientation, puis qu'on continuera de le faire. Surtout mon mari. C'est un rêve. Il faut avoir des objectifs. Voilà, il faut avoir des. Oui, je pense. Ouais. Je pense que c'est vrai qu'on a peut-être un âge qui nous permettrait de dire ouais, ok, on stoppe, hein, on reste à la retraite. Puis il y a des fois de trouver des successeurs chez les enfants aujourd'hui, momentanément peut-être. On se dit, on est des passionnés de notre activité. Moi, mon rêve, c'est de trouver un successeur qui partage un peu notre philosophie ou idéologie, je veux dire, une philosophie, hein, quelque part. On ne demande pas, je ne suis pas un œnologue, hein, pour cette raison que je peux dire, ouais, si je trouve quelqu'un qui a cette passion, d'envie d'entreprendre, puis ça demande beaucoup d'heures de travail, c'est un peu ça l'inconvénient aujourd'hui, parce que les jeunes aiment avoir beaucoup plus de disponibilité, ce que je comprends. Voilà, ça, ce sera un peu mon rêve, de dire, voilà, aujourd'hui, je consacre encore 3, 4, 5 ans de mon activité à aider quelqu'un, à donner un influx nouveau encore à cette cave, qui a un joli petit nom sympa en niveau qualité. Et puis, à charge pour lui demain, ou elle, hein, de mettre un peu plus d'impulse personnel dans cette activité. Mais j'aimerais que ça continue, si c'est possible. Et dans un même esprit, donc proche de la nature, d'avoir des vins de qualité, des vins qui ont une certaine âme. J'aime l'âme du vin. Parce que si c'est que pour faire du vin, pour le vendre, puis mettre dans un coffre de voiture, j'arrêterai mon métier déjà tout de suite maintenant, je n'aurais jamais fait quoi. Donc il faut apporter une histoire au vin, une âme au vin, de sorte que le consommateur final, il découvre quelque chose d'un peu sexy, quoi, un peu pimenté, dire ah tiens, il y a un truc là derrière. Ça ne veut pas dire que ce sont les meilleurs vins du monde, etc., mais ils ont une personnalité. Et la personnalité a une accroche, une identité, et c'est ça la force en fait d'un vin. Pourquoi on s'attache à un type de vin qui a 200 ans d'histoire? Parce qu'il y a une personnalité là derrière, il y a un style. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'années derrière nous, hein, mais quand même, peut-être si ça pourrait durer 100 ans, mais puis depuis là où je serais dans 50 ans ou un peu plus, j'aurais du plaisir à imaginer. Voilà un peu ce que je rêve. Mais une partie du rêve est peut-être dans mon cercueil, on ne sait jamais. Bon, il est vrai que quand on est jeune, on buvait du vin. Comme on n'était pas producteur de vin, c'était plus pour boire des canons. Alors à ce moment-là, c'est vrai qu'on n'avait peut-être pas cette culture. On buvait quoi? Un verre de fondant. Puis on trouvait ça pas trop terrible. À l'époque, c'était un peu sur des acidités. Puis un peu plus tard, je dois dire que c'est un peu au contact de Claudine. C'est dommage qu'elle est absente là. Et c'est au contact de ses parents qui se sont spécialisés dans la production de cépages indigènes, type Humagne blanc, Humagne rouge, et certaines spécialités comme le Riesling ou le Muscat. Et puis là, il y avait un cépage que j'ai trouvé fantastique, enfin, Humagne blanc en blanc et Cornalin en rouge. Je dis, mais non, là, il y a quelque chose qui me passionne. Comme j'étais déjà propriétaire de vigne, puis à l'époque, on faisait quoi? On faisait du fondant, du gamay, un peu d'ermitage. Et
c'était à peu près tout, un peu de pinot. Je dis tiens, mais ça pourrait être intéressant de faire ça chez nous, sur notre exploitation. Puis je trouvais que le métier en lui-même d'encaveur était passionnant. C'est comme ça que je me suis intéressé. Puis c'est vrai que quand j'écoutais mon beau-père qui expliquait les vins à des Suisses allemands qui venaient goûter des trucs, quand je l'entendais et qu'il disait mais arrêtez de parler de vos Bordeaux, vous n'avez aucune idée, ceci c'est encore bien meilleur. Vous voyez l'esprit des passionnés. Puis c'est vrai quand on goûtait ces du Maine Blanc à l'époque, on avait quoi, 17-18 ans, on avait dans les années 75, 80, il y avait peu de gens ou de vignerons qui mettaient en valeur ces spécialités valaisannes. Et on pouvait faire un peu le tour des caves, déguster. On allait chez des Marc Raymond qui faisaient une narvine sublime. Ça c'était mon truc, mon révélateur. Je dis, mais tu vois, t'as une narvine là. Puis Marc Raymond était spécialisé pour faire des narvines sèches. Puis on avait cet aromatique, on avait cette immense cave voûtée tout en pierre sèche avec des foudres en bois. Tu goûtais ça pour la première fois, tu dis waouh, ça c'est génial. Puis c'est là qu'on a commencé à acheter parce qu'on avait des petits budgets. Et puis ce vin-là que j'avais acheté, j'avais peut-être 25 ans à l'époque. Puis j'ai rouvert après, j'avais 50 ans. Puis je présentais ça à des amis. Puis tellement c'était bon, 25 ans après, au moment d'ouvrir la bouteille, puis tu sers le verre, puis tu dois le présenter, tu as les larmes qui coulent tellement c'est bon. Ça c'est le vin. Ça c'est l'âme du vin. Oui, ça fait 25 ans, vous avez peut-être pas rebu souvent ce vin-là. Vous prenez 25 ans après, puis ça vous remémore un instant que vous avez eu un privilège d'aller découvrir un Marc Raymond. À l'époque, c'était un peu des papes, c'était des jeunes vignerons, mais avec une grande réputation, qui faisait un fondant qui est encore réputé aujourd'hui, une narvine exceptionnelle. C'était un des seuls qui faisait une narvine sèche. Puis vous la buvez après, vous dites, oh non, tiens, vous êtes honoré parce que vous avez fait une bonne sélection, vous avez trouvé que c'était bon, puis c'est encore bon 25 ans après. Mais c'est assez rare sur les narvines. C'est assez rare pour pouvoir le mentionner. Bon, ça de mes beaux-parents, je ne veux pas en parler parce qu'ils sont aussi très bons, mais ils ne faisaient pas d'arvine. Ils faisaient un humain blanc que j'ai beaucoup apprécié, c'est pour ça que j'en ai planté. C'est des découvertes comme ça qui m'ont amené en fait à dire, mais finalement, le Valais, c'est beau. C'est beau par le terroir, puis les cépages qu'on a de tradition, comme l'Humagne, blanc ou rouge, comme la ruine, après les cépages rhodaniens, enfin le cornalin encore, ou les cépages rhodaniens, type Syrah ou bien Marsanne ou Hermitage, sont dans une bonne ligne, dans nos terroirs. Voilà un peu ce qui m'a amené à... Ouais, on aime les vins, bon, parce qu'on aime les bonnes choses, on est un peu des passionnés de la bonne bouffe et des bons vins. Voilà un peu mes petites histoires vins, quoi. Ce qui m'a marqué, c'est assez exceptionnel. En fait, ça nous met devant un tableau, souvent on parle d'un vin, puis on se dit ouais, c'est pas terrible, ce vin, on le sert à table, on n'aime pas du tout. Hein. Je reviens à mes beaux-parents parce que habituellement, la veillée de Noël, le 24 au soir, on mangeait chez mes beaux-parents. En famille, toute la famille était là, puis bien sûr, on buvait surtout les vins de mes beaux-parents. Alors qui de Riesling, du Maine Blanc, après de Syrah, de Cornalin. Et puis, lors d'une de ces soirées, quand l'oncle de Claudine, Jean Crétenant, qui était œnologue fédéral, avait apporté une bouteille à son beau-frère, à Edmond, de Barolo. Je ne me rappelle plus le nom du producteur. Il a dit ça, c'est un vin exceptionnel, c'est le plus grand vin du monde. Puis bon, un vin du monde, le beau-père il ouvre la bouteille, il donne déguster à Corinne et à moi, je ne sais pas pourquoi moi, mais bon, enfin, j'aimais bien les vins. Corinne, œnologue, il dit bon, qu'est-ce que tu penses? Ouais, ça a l'air pas trop mal. Puis il sert, puis on goûte, puis personne n'aimait le vin finalement. Personne n'aimait. Il dit ouais, c'est pas terrible, etc. Pourquoi? Parce qu'il y avait une acidité des tanins encore extrêmement présente. Et on n'avait pas l'habitude, dans notre manière d'apprécier les vins, on ne connaissait pas ces caractéristiques. Bon, récupérer, tac, les verres, mis la bouteille, mis le bouchon, des fois quand même. Le lendemain, le téléphone de tonton Crétenant, Jean, dit alors comment ce Barolo? On a dit on n'a pas tant apprécié. On n'a pas tant apprécié, c'était pas terrible ce vin.
Ah, c'était pas terrible. Alors, aujourd'hui, à 4 heures, vous venez à la maison chez Edmond, chez mon beau-père, tout le monde, pour apprendre à découvrir ce vin. Alors, le lendemain, tout le monde à table, la leçon, le verre, la présentation du vin. Mais quand on nous a présenté le vin, présenté la culture du Barolo, qu'est-ce que c'était que le Barolo, comment est-ce qu'il fallait l'approcher, en fait, ce vin. C'était un sauvage, c'était encore, malgré que c'était quand même un vin de 20 ans d'âge. On a revu un peu notre position. Peut-être déjà, après une journée de bouteilles, même ouverte, etc., c'était meilleur. Mais c'est vrai que, ben voilà, ça nous apprend à être humble face à un vin, parce qu'il peut être très mal apprécié par une mauvaise connaissance. Et puis, le fait d'apporter une image, un éclairage sur le vin et sur le mode de faire, va vous faire apprécier. Ça ne veut pas dire que vous allez adorer ce vin, mais vous allez l'apprécier dans sa manière de se présenter. Ça vaut pour ce vin-là, ça vaut pour d'autres. Donc, toujours un peu d'humilité par rapport au vin, parce qu'en plus d'avoir une appréciation personnelle liée à une certaine connaissance ou technicité sur un produit, il y a tout un travail derrière un vin. Il y a 360 jours minimum entre le moment où on quitte la vigne et au moment où on va récolter le raisin. Puis après, il y a de nouveau la période entre le moment où on prend le raisin puis le moment où on vinifie puis on va le mettre en commerce. Et parfois, le consommateur oublie ce cheminement-là. Je parle des vins d'artisans, des vins comme on fait, pas des vins d'industrie où il faut rapide, des gros volumes, tac, et puis on sort 3 mois après, là, etc. Je parle des vins de terroir, des vins d'expression. Voilà un peu ce qui me fait penser quand on parle d'un vin. Moi, je trouve que on est une bonne équipe, hein, je veux dire sincèrement, dans les petits propriétaires en caveur. Je trouve qu'il y a une superbe ambiance, on a des gens fantastiques qui font un boulot dingue, soit en culture, je veux dire, traditionnelle, je veux dire, en vinatura, ou en culture bio, voire un peu plus loin, en biodynamie. Après, il est vrai que je trouve un peu dommage qu'on n'a pas... On est peu nombreux en termes de volume pour pouvoir imposer un marché et une grande image sur le marché suisse ou international. On a une dominance aujourd'hui qui est plus faite par les grands commerces qui ont plutôt tendance à s'asseoir un peu sur leur siège et puis voilà, ils ont donné une préférence à la vente à quoi? Aux grands supermarchés, un peu de gastronomie. Et finalement, c'est pas ça qui va faire la grande image des vins du Valais. Tu vois? Moi, j'aimerais qu'on puisse grandir l'image du Valais, de renforcer cette image en produisant toujours des vins de plus grande extraction, de plus grande expression. Ça veut dire il faut aller dans une dimension où on dit maintenant, voilà, l'Arvin du Valais, c'est vraiment le vin blanc sec international d'un niveau comparable à ce qu'on trouve de meilleur dans le monde. Puis dans les rouges, pour autant que ceci soit encore un peu acceptable, parce qu'il y a quand même des vins rouges, il est difficile de les concurrencer. Mais je pense qu'avec des Humagnes rouges, des Syrahs, des Cornalins, la Syrah, c'est quand même un vin de Rodanie, enfin de vin du Rhône, on a le potentiel là-dedans, dans les blancs aussi, dans un Humagne blanc, dans un Hermitage, dans des Lafnecha, des Imbercha, etc. Et le païen surtout, on a un potentiel énorme. Et moi, je pense que les jeunes vont arriver à comprendre, et j'espère qu'ils ne prennent pas le chemin de dire les vins internationaux, les Cabernets, les Cabernet Sauvignon, je sais pas quoi, les Merlots, c'est vraiment le truc super, etc. Il y a concentration. Aujourd'hui, on va chercher des trucs un peu par le sud-ouest pour amener des Carmenère, pour amener des concentrations plus fortes. Je pense que si on a des super vins, des super terroirs et des super cépages comme le Cornalin ou l'Humagne rouge, il faut essayer de les magnifier là dans notre terroir. Pas tout de suite partir chercher un truc ailleurs puis dire mais non cher, ouais j'ai tout vendu, j'ai fait 1000 bouteilles, mais c'est quoi 1000 bouteilles? C'est quoi? C'est le petit vigneron qui met 2000 mètres carrés de sa production en bouteilles. Puis à quoi? Il y a 5000 hectares en Valais. C'est quoi la vraie histoire d'un pays viticole? C'est d'avoir
quand même une certaine surface de cépage, peut-être de faire 400-500 hectares d'Arvine, 400-500 parmi les meilleurs de Cornalin, puis avec ça faire des vins fantastiques, où les gens viennent pour découvrir ce cépage unique, parce qu'il y en a combien qui ont essayé l'Arvine et le Cornalin hors la région du Valais? Il y en a combien qui y sont revenus parce que ça ne donne pas les résultats qu'ils attendent? Parce que là, on a un terroir, une région qui est unique. Et il faut faire avec ces vins-là que l'unique devienne internationalement unique. Et puis internationalement superbe. C'est ça un peu mon... J'espère ça, franchement. J'aimerais vivre encore 120 ans, puis dire, oh non, de chez les Arvine, c'est fabuleux. J'avais dit. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui est la base. C'est du bonheur. Quand vous avez des trucs, il y a 20 ans, quand on a commencé, j'ai commencé à faire du vin, les Arvines, il y a sur 25 vignerons qui avaient une vingtaine ici à Fuy, on était 2 ou 3 à faire de l'Arvine sèche. Puis moi, j'étais pas tellement connu, etc. Mais dis moi, il faut faire de l'Arvine sèche. Tout le reste faisait de l'Arvine avec du sucre. Aujourd'hui, c'est inverse. Aujourd'hui, c'est le 90% qui fait de l'Arvine sèche. Pourquoi? Parce qu'on constate que si on veut faire exprimer le terroir, il faut des choses qui sortent nature, mais sans sucre. Parce que le sucre camoufle tout. Autrement, non, ils n'auraient jamais fait du Coca-Cola. C'est vrai? Alors, si on veut faire du Coca-Cola, ben, il faut laisser du sucre. Bon, basta, maintenant j'ai assez parlé.